Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue ici pour parler dans ce superbe forum de Talence de cybersécurité. C'est la nouvelle édition de Science Infuse qui, comme vous le savez, se propose de traiter de sujets qui sont souvent, toujours d'actualité et qui, en tout cas, mettent à profit les expertises d'INP, en l'espèce Bordeaux INP, pour décrypter un certain nombre de sujets d'actualité. Je m'appelle Mathieu Rougaud, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Le principe, c'est une table ronde, bien sûr, qui sera suivie d'un échange avec le public, c'est-à-dire vous. On pourra, à la fin des échanges, vous tendre un micro et vous pourrez partager vos réactions, vos commentaires. C'est l'idée d'avoir quand même un moment participatif, comme on dit. Avant d'avoir cet échange, cette table ronde, je vous propose de recevoir, il est déjà avec nous, Marc Phalippou, qui est avec nous, directeur général de Bordeaux INP, qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, pour l'accueillir avec nous. Merci beaucoup d'être là pour introduire cette nouvelle édition de Science Infuse. Un petit mot peut-être sur Bordeaux INP et puis sur ce que ça représente pour vous, ce dispositif de vulgarisation, de médiation scientifique. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis directeur général de Bordeaux INP. Donc, quelques mots sur Bordeaux INP déjà, qui organise cet événement. Donc, Bordeaux INP, c'est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche assez récent, puisqu'il a été créé il y a 15 ans maintenant. L'idée était de réunir dans un seul établissement toutes les écoles d'ingénieurs publiques de Bordeaux. Voilà, donc on regroupe actuellement 6 écoles d'ingénieurs. Donc, il y en avait 4 qui étaient là au début, il y en a 2 qu'on a créées depuis. On regroupe 6 écoles d'ingénieurs dans des domaines scientifiques variés. Donc allant du numérique, à la chimie, à l'environnement, à la biologie, aux géoressources, à l'ingénierie cognitive. Peut-être que le directeur qui interviendra vous dira ce que c'est, parce que je ne vais pas me risquer à l'expliquer là. Voilà. Donc, comme tout établissement d'enseignement, on a 2 activités principales. La formation. Donc, en termes de formation, on forme des ingénieurs. Et puis la recherche, puisque tous nos enseignants sont des enseignants-chercheurs. Ils ont 2 métiers. La moitié du temps, ils font des cours à nos élèves de formation, et l'autre moitié du temps, ils sont dans des laboratoires et ils font de la recherche. Et donc notre recherche, elle s'appuie sur 11 laboratoires de recherche, qui sont ce qu'on appelle des unités mixtes de recherche, où on a joint les forces de Bordeaux INP avec celles du CNRS, d'INRAE ou de l'Université de Bordeaux. Et ça permet d'avoir des gros laboratoires sur lesquels se développe la recherche sur le site. Voilà. Alors Science Infuse. Alors, Science Infuse. Donc, comme vous voyez, de par les différentes disciplines qu'on aborde dans nos recherches et dans nos formations, on adresse un certain nombre d'enjeux de société, d'enjeux importants. On travaille sur l'alimentation, la santé, le développement durable, le numérique, la transition écologique. Et ce sont des sujets sur lesquels il y a des questionnements, il y a des positionnements dans la société, et sur lesquels aujourd'hui la parole scientifique doit être plus écoutée, doit être plus reconnue. On l'a vu récemment sur différentes crises, par exemple on a discuté du Covid tout à l'heure. Parfois c'est difficile de démêler la parole fausse, les fausses informations, la vérité alternative de la vraie science qui s'appuie sur l'expertise des vrais enseignants-chercheurs et des chercheurs. Voilà. Donc l'idée de ce genre de conférence, c'est sur des domaines où on a une expertise, où notre établissement a des experts, donc vous allez en voir quelques-uns qui vont intervenir ce soir, de présenter un sujet en présentant vraiment ce qui est issu de la science sur ce sujet. Voilà. Donc c'est de la vulgarisation, mais à destination pour éclairer le débat public sur ces différents sujets. Voilà, donc comme vous l'avez dit, c'est la 8e fois qu'on fait ce genre de conférence. Alors, ça ne s'appelait pas Science Infuse avant. On a un peu changé le format. Parce qu'avant, on l'organisait chez nous, dans nos amphis, dans les écoles qui sont à 10 minutes d'ici, mais personne ne venait. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'on faisait peur aux habitants de la ville de Talence. Donc on s'est dit, on va aller à la rencontre du public. Voilà. Donc on va sortir de l'université, on va aller dans un lieu ouvert sur la ville, en espérant que ça permettra plus facilement aux gens de venir nous rencontrer. Donc voilà pourquoi on l'organise comme ça aujourd'hui. Merci beaucoup Marc Phalippou pour cette introduction, ce lancement, j'allais dire, cette ouverture à cette nouvelle édition de Science Infuse. Je vous invite à prendre votre place pour assister en tant que de spectateur cette fois-ci à cette édition de Science Infuse. Et donc je vous le promettais, on va parler de cybersécurité. Le titre de cette table ronde, c'est « Face à la montée des risques, quelle réponse ?» On va parler d'un certain nombre de sujets. Pour rien vous cacher, le programme va être plutôt dense, mais on a la chance d'avoir avec nous des gens qui connaissent très bien ces thématiques, rançongiciel, phishing, piratage de comptes, ou phishing plutôt, cheval de Troie, du particulier aux organismes de l'État et établissements publics en passant par les entreprises de toute taille. Nul ne semble à l'abri de la menace que font peser les pirates cyber sur la sécurité numérique de tout un chacun.
D'où viennent ces attaques de cybersécurité et comment finalement fonctionnent-elles? Quelles peuvent en être les conséquences? Et alors que le numérique est partout dans les organisations et qu'Internet est au cœur de nos activités, est-il possible de prévoir, est-il possible de gérer, voire de déjouer aujourd'hui les cyberattaques? Comment nos réponses évoluent-elles à cette menace omniprésente? Pour en parler, 4 invités que j'invite à me rejoindre sur scène. Benoît Leblanc, directeur de l'NSC Bordeaux INP, chercheur au laboratoire de l'intégration du matériau au système, qu'on peut applaudir, qui est juste là. Allez-y, moi je garde ce siège-là, vous vous mettez où vous voulez. Premier arrivé, premier servi. On a également avec nous Toufik Ahmed, directeur adjoint de l'ESSER Matmeka Bordeaux INP, chercheur au laboratoire bordelais de recherche en informatique, le Labri, qui est là. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Michael Marion, référent défense et MCO aéronautique à l'ENSPIMA, l'ENSPIMA. Hein, on dit, soit on lit les lettres, soit on le dit, c'est ça, ENSPIMA. On reste là-dessus. Expert en maintenance aéronautique. Et enfin, Guy Flamand, directeur du campus régional de cybersécurité et de confiance numérique. Merci beaucoup de nous rejoindre pour parler évidemment de la façon dont on peut, comme je le disais, comprendre et se prémunir de ces attaques de cybersécurité. Alors, je voudrais qu'on distingue un peu 3 temps avant de se tourner vers la salle. Encore une fois, on vous permettra de poser toutes les questions que vous souhaitez, mais pour vous entendre d'abord sur ces sujets, je vous propose d'articuler la table ronde en 3 moments. D'abord, on va voir qui est concerné et jusqu'où sont concernés les gens, les entreprises, les collectivités par ces attaques de cybersécurité. C'est finalement, quand on parle de cybersécurité, ça concerne quoi? Ça concerne qui? On essaiera aussi d'expliquer ce que c'est en vrai une attaque de cybersécurité. Dans un deuxième temps, on évaluera un peu les réponses. Qu'est-ce qui marche moins bien et comment est-ce qu'on peut arriver à répondre à ces questions alors même que les types d'attaques évoluent très vite dans le temps. Et puis on finira par quelques mots de prospective sur le futur. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Comment vous regardez l'évolution de ces thématiques dans un proche avenir? Voilà, on commence donc cette table ronde avec, je vous représente les intervenants, avec un point d'explication sur ce que c'est qu'est-ce qu'on entend par cybersécurité. Je me tourne vers vous, Toufik Ahmed. Parfois, dans certaines conversations, on a tendance peut-être à rapprocher cybersécurité de d'autres notions, comme celle de défense de la vie privée, etc. Qu'est-ce que ça recouvre pour vous, ce champ thématique de la cybersécurité? Très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Merci à l'organisation de Bordeaux INP. Alors, qu'est-ce que c'est la cybersécurité? Donc, la cybersécurité est un état recherché et un objectif à atteindre visant à protéger une organisation, un réseau, contre les menaces liées à l'usage des technologies de l'information et de la communication. Cette protection peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une protection de type, on va installer des outils tels qu'un pare-feu, un antivirus ou autre, ou ça peut être aussi lié à la protection organisationnelle d'une organisation, c'est-à-dire la gestion, l'analyse de risque, la conformité avec la loi qui est imposée, etc., etc. Donc, en termes de menaces, il y a plusieurs menaces qui apparaissent. Vol de données, c'est-à-dire qu'un attaquant il va venir dans une entreprise, il va essayer de voler des données, voler des informations qui sont précieuses à la personne, ça rejoint un peu la vie privée. Sabotage, donc c'est-à-dire effacer les données. Les rançons logiciels, ils vont chiffrer l'ensemble des données d'une organisation. Ça peut être de l'espionnage économique ou autre, industriel. Ça peut être tout simplement donc, le déni de service, c'est-à-dire une organisation, elle n'a plus accès à son site web, un site marchand, il n'est plus accessible depuis l'extérieur. Et un concurrent, par exemple, qui fait une attaque DDoS sur un autre concurrent, donc il peut le pénaliser. Donc le terme cyber, si je me permets, donc c'est cyber, ça provient de la cybernétique, c'est un mot grec. Par extension, c'est le monde cyber. Donc qu'est-ce que c'est le monde cyber? Lorsqu'on parle du monde cyber, c'est un monde sans frontières. C'est un monde virtuel, c'est un monde dans lequel il y a une très grande variété de réseaux hétérogènes, interconnectés entre eux, donc il est d'une très grande complexité. Et dans ce monde-là, donc on a ouvert ce monde d'Internet virtuel de plus en plus actuellement à l'Internet des objets. Donc on parle de l'IoT. Qu'est-ce que c'est l'IoT, hein? Donc l'IoT, c'est connecter le monde physique, palpable, avec le monde numérique. C'est-à-dire les objets de notre quotidien, ils deviennent communicants.
on parle de frigo connecté, télé connecté, serrure connectée ou autre chose. Et ça, ces nouvelles évolutions technologiques, c'est autant de failles possibles. Exactement. Qui s'ouvrent à des attaques de cybersécurité. Donc on progresse d'un côté, on fait évoluer les technos d'un côté, mais en même temps, on se découvre d'une certaine façon. C'est exactement ça. On a des réseaux hétérogènes parce que c'est l'historique de l'Internet qui a été créé depuis une cinquantaine d'années, mais aussi il y a des évolutions, l'arrivée de véhicules connectés, notre industrie. Alors on va parler à la fin de cette table ronde, bien sûr, de tous ces enjeux. Exactement. Et je voudrais que vous y reveniez de manière approfondie. Juste pour expliquer aux gens qui sont dans la salle, qui ne vous connaissent pas forcément bien, chercheurs au l'abri qui travaillent sur la cybersécurité, vous faites quoi en vrai? Donc, plus exactement, vos thèmes de recherche. On cherche à atteindre les objectifs. J'ai pas mentionné les objectifs de la cybersécurité. Donc, on parle de 3 objectifs principaux, C et D. Donc, confidentialité, c'est-à-dire que les données qu'on stocke, qu'on manipule, qu'on transmet doivent être confidentielles, ne sont pas lues, visibles par les personnes qui ne sont pas autorisées, authentifiées. Intégrité, c'est-à-dire que les données sont intègres, on ne peut pas les changer entre le moment où on les transmet et au moment où on les reçoit, au moment où on les stocke, et la disponibilité. Et donc moi, mon axe de recherche, c'est plutôt la résilience, on y revient peut-être plus tard, c'est garder la disponibilité, que le service, le réseau devienne disponible, peu importe l'attaque. On va en parler effectivement dans quelques instants. Je tourne. Oui. Je termine sur la question de vie privée. Donc, la vie privée, quelle différence finalement avec cybersécurité? Alors, toutes les choses qu'on applique sur les réseaux s'appliquent à la vie privée, aux données qui caractérisent la personne. La vie privée ou les données à caractère personnel, la CNIL elle le définit clairement, tout ce qui relève de la personne, tout ce qui relève de l'intime, tout ce qui rend la personne identifiée et identifiable, ce sont des données privées, à caractère personnel. Et tous les objectifs de la cybersécurité appliqués dans le domaine de le réseau à l'organisation s'appliquent aux données privées en termes de confidentialité, d'intégrité, de disponibilité. Donc, nom, prénom, la date de naissance, ce sont des données privées. Le numéro de téléphone, c'est des données privées. Maintenant, même les coordonnées GPS d'une personne, c'est des données. Ça fait partie des choses qu'il faut savoir protéger, évidemment. Donc, on n'a pas à savoir, par exemple, quel chemin j'ai tracé. Absolument, voilà. Ça fait partie des choses qui doivent rester confidentielles. Guy Flamand, on va, grâce à... Alors, vous avez des micros, regardez, juste devant vous. Un micro presque pour chacun, pas loin, grâce à la super équipe du Forum de Talence, que je salue au passage. Guy Flamand, je le disais, vous êtes directeur du campus régional de cybersécurité et de confiance numérique. Peut-être un mot déjà sur ce campus. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son cœur de métier, j'allais dire? Alors, oui, lui, il y va. Notre cœur de métier, c'est d'apporter la sécurité, la sécurité du numérique au plus près de toutes les organisations publiques ou privées de la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. C'est de mettre le sujet sur la table des dirigeants. Parce que c'est pas fait déjà, ça. Il y a encore des gens qui s'occupent pas forcément. Quand j'intitulais la première partie de cette table ronde cybersécurité, tous concernés pour l'interrogation, je pensais que c'était un peu de la rhétorique. Mais en fait, non, tout le monde se sent pas concerné. Non, tout le monde se sent pas concerné, malheureusement. D'ailleurs, on le voit quand on discute avec des élus ou avec des chefs d'entreprise. Eux parlent d'extension des services numériques, de nouveaux services, de services rendus à l'usager, de nouvelles offres numériques. Nous, on parle d'extension de la surface d'attaque. Ah oui, vous voyez le verre plutôt vide. Exactement. C'est 2 visions un petit peu opposées, mais qu'il faut réussir à réconcilier, sachant que le sujet, il est bien évidemment perçu comme très complexe. Parce que faisant intervenir des technologies qui ne sont pas maîtrisées. Faut le dire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous entendez par technologie pas maîtrisée? Ça veut dire, en fait, on ne sait pas comment ça marche. Voilà. Personne ne sait comment ça marche. On ne sait pas comment ça marche. Je prends souvent une image. Il y a eu 30 ans entre l'apparition des véhicules à moteur et la mise en place du permis de conduire. Donc pendant 30 ans, les gens ont fait qu'ils imaginaient être le plus devoir faire, être le plus sécure dans un véhicule. Au bout d'un moment, quand il y a beaucoup plus de véhicules, il faut un petit peu mettre de l'ordre dans tout ça et puis s'assurer que les gens sont en sécurité. Donc il faut embarquer de la sécurité dans les véhicules, les freins, la ceinture. Vous n'avez pas connu, mais moi j'ai connu des véhicules sans ceinture de sécurité, avec des airbags, l'ABS, etc. Et puis il faut passer le permis de conduire, et puis il faut aussi respecter les règles, et puis vous êtes contrôlé. Ça veut dire quoi? Il faudra un jour avoir un permis de naviguer sur Internet? Moi, il va pas falloir m'écouter trop. Vous iriez jusque-là, d'accord? Non, j'irai pas jusque-là. En fait, ce qui est important, c'est d'être formé à l'outil.
C'est savoir s'en servir, évidemment, parce que ça apporte, c'est un facteur de croissance phénoménal, de simplification des démarches et de la vie de tous les jours. Mais savoir s'en servir. Il faut savoir s'en servir. Il y a des actions d'ailleurs que vous développez, on va y revenir dans quelques instants. Oui. Avant ça, j'aimerais qu'on parle un petit, on continue cette table ronde, ce premier tour de table ronde sur un mode un peu état des lieux. Est-ce que d'ailleurs c'est possible de dresser un état des lieux du niveau d'insécurité cybernétique, par exemple, ne serait-ce qu'en Nouvelle-Aquitaine? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on sait combien d'attaques se mènent sur tel type d'entreprise? Je veux les noms. On a des chiffres. On a des noms aussi. Sachant que tout ça est un petit peu compliqué à mesurer. Alors pour une raison très simple, c'est que les victimes se déclarent assez rarement. Il y a encore une sorte de pudeur. Ah oui, c'est ça. Et il y a aussi un risque. Je discutais la semaine dernière avec un dirigeant d'une ETI de la région, donc déjà une grosse entreprise, plus de 400 salariés, qui a été victime successivement de 3 attaques cyber, à quelques années d'intervalle à chaque fois. Mais voilà. Donc lui, il est passé de la cybersécurité à la résilience. C'est-à-dire qu'il ne craint plus les attaques, c'est juste qu'il les traite comme étant comme une roue crevée sur un camion. Voilà, c'est un sujet parmi d'autres. Donc il a un niveau de maturité très très élevé. Mais lui en parle. Mais le problème, c'est que même, alors que même lui, il a atteint un niveau de sécurité, un niveau de résilience assez intéressant, il a été lâché par sa banque. Parce qu'il a été considéré comme étant une entreprise à risque. Parce qu'en fait, la banque a appris qu'il avait été attaqué 3 fois. Donc il y a aussi ça. Il faut aussi qu'on fasse évoluer les mentalités sur les banques, les assureurs, les services de l'État aussi quelquefois, en disant non, c'est pas un acte de mauvaise gestion que de se faire attaquer. Et nous on milite vraiment avec d'autres acteurs au niveau national pour que soit reconnu plus facilement le statut de victime aux chefs d'entreprise ou aux élus dont les collectivités sont attaquées, parce qu'on fait face à une vraie industrialisation du crime cyber. Et que ça, c'est très, très important. Donc, voilà. Donc, on a du mal à avoir des chiffres, mais on en a quand même. Allez-y, balancez. Je balance. Très clairement, c'est en augmentation. Nous, on opère au niveau de la région le centre de réponse à incidents. On nous déclare à peu près entre 2 et 4 incidents par jour à l'échelle de la région. Et nos statistiques, puisqu'on a d'autres moyens de mesurer, on nous déclare environ un incident sur 100. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc c'est le haut de l'iceberg encore. Voilà, c'est plutôt 2 à 300 par jour au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Bon, on va dans quelques instants revenir avec vous sur les actions de formation, notamment que vous proposez pour traiter ces sujets, sensibiliser, acculturer. Je voudrais qu'on donne la parole à Michael Marion et à Benoît Leblanc pour donner des exemples de ce que ça implique dans certaines organisations, ces sujets de cybersécurité. Avant ça, vous m'avez envoyé cette petite image pour dire quoi? Pour dire que finalement, les attaquants ont changé au sens où les gens qui mènent des attaques de cybersécurité, ça devient un job en tant que tel, c'est ça? Ça se normalise? On a maintenant, autant il y a encore 15 ans, on avait face à nous des hackers un peu solitaires, des mercenaires qui étaient employés pour des causes ou pour des attaques très particulières et très ciblées. Maintenant, c'est devenu une industrie. Il y a des entreprises qui font ça, qui proposent ça à des États, par exemple, à des États. Il y a des services clients, il y a des services marketing, il y a des services recrutement, formation. Pour des sociétés de hackers? Oui. C'est hallucinant. Merci pour cette image. On continue donc avec Monsieur Marion, parce que je voudrais qu'on parle notamment d'aéronautique, puisque, je le rappelle, vous êtes un spécialiste de cette question de maintenance, de ces questions de maintenance. Expliquez-nous comment est-ce que, depuis quelques années, la menace d'attaque de cybersécurité dans le domaine militaire a évolué. Alors, une précision d'abord. C'est bon. Ouais. Alors, je suis là à 2 titres. Alors, je ne suis pas expert de cybersécurité, je suis là en tant qu'utilisateur, donc tous concernés. Et je confirmerai tout à l'heure que c'est effectivement important, puisque tout part de l'utilisateur. Avant d'être à l'ENSPIMA, j'ai eu une carrière militaire, que je continue en temps partiel en tant que réserviste. Donc c'est pour ça que j'ai parlé un petit peu, et la planche est derrière, de la partie militaire, des menaces côté défense. Et mon autre discours sera ultérieurement sur la partie maintenance aéronautique, parce que c'est mon domaine d'expertise. Donc utilisateur, pas spécialiste de cyberdéfense.
Voilà. Sur Alors, l'évolution la des question, c'est, menaces. est-ce que ça bouge? Est-ce que Oui, ça évolue? alors, deux choses. Un, je pense que c'est comme partout ailleurs, le monde de la défense, là je parle des armées en général, se numérise. Donc forcément, le nombre d'applications numériques, le nombre de systèmes d'information augmente et beaucoup de fonctions reposent de plus en plus dessus. Donc forcément, il y a une montée, une augmentation des vulnérabilités. Et deuxième chose, le contexte géopolitique change. Alors, la Russie est le premier exemple. Il est aussi notable, il y a une vingtaine, trentaine d'années, alors c'est deux officiers chinois qui ont écrit un livre de stratégie qui s'appelle La guerre hors limite, sans limite, où ils théorisent le fait que les actions conflictuelles peuvent commencer avant même les déclarations de guerre et doivent toucher l'ensemble des domaines. Et l'un des domaines, c'est effectivement la cybersécurité. Et là, de facto, je pense que la Russie commence à appliquer ces préceptes-là. La Chine l'ayant théorisé, je pense qu'elle s'y intéresse fortement. Et récemment, c'est pour ça que vous avez la vision stratégique du chef d'état-major des armées, ça date de moins d'un an, le chef d'état-major des armées a changé de paradigme complet et passé sur, il appelle ça gagner la guerre avant la guerre. Et donc ils se sont alignés. Ils se sont un peu alignés sur la guerre sans limite théorisée par les officiers. C'était deux colonels chinois. Ouais, ouais. Voilà. Et ça veut dire quoi concrètement? C'est qu'on commence une phase dès le départ, ou dès le temps de paix, une phase de compétition avec les potentiels adversaires et qui peut se terminer après contestation s'il y a une montée en puissance de la crise, voire confrontation. Donc il est parti sur compétition, contestation, confrontation. Et dès le départ, on est en compétition. Et derrière, toute la doctrine en matière de lutte informatique, puisque dans les armées, ils appellent ça la lutte informatique, a été déclinée, et notamment avec trois parties. Une lutte informatique défensive, celle dont on parle aujourd'hui, qui est plutôt la cyberdéfense. Une lutte informatique offensive, ça c'est la phase de compétition, même si officiellement l'État français ou les armées françaises ne l'utilisent pas, mais c'est défini dans la doctrine, ouais. C'est déclaré. Et une lutte informatique d'influence, qui, comme son nom l'indique, doit permettre d'influencer l'extérieur dès le départ, dès la phase de compétition. Ouais. Et donc ces deux aspects-là montrent bien la montée en puissance des menaces extérieures et de la prise en compte qu'elles doivent être faites. Et ça s'est traduit par la création d'un commandement particulier qui s'appelle le ComCyber. Alors, je n'ai pas la date exacte, mais il y a quelques années. Alors, je passe un petit peu parce que je vais vous donner la parole sur les aéronefs, parce que je voudrais qu'on montre un peu. Dans quelques instants, je vous redonne la parole sur la question des aéronefs, peut-être sur le militaire si vous avez des choses à rajouter, mais je voudrais qu'on termine, si vous en êtes d'accord, ce tour de table en donnant la parole à Benoît Leblanc, parce que cette question de la cybersécurité, je suis encore dans cette partie de la table ronde, tous concernés, ça touche aussi les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. On a tous à l'esprit, en tout cas beaucoup d'entre nous avons à l'esprit, là j'ai mis un article du Monde qui relate cette vaste cyberattaque subie par l'université Paris-Saclay il y a vraiment quelques semaines, hein, c'est tout à fait récent. Alors comment est-ce que, du point de vue des établissements ESR, cette crainte d'attaques de cybersécurité s'appréhende-t-elle? Est-ce qu'on est encore dans une forme de déni, comme pouvait dire Guy Flamand, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas trop et puis c'est pas tellement un sujet, ou est-ce que ça devient là aussi un sujet dont on prend de plus en plus conscience? Alors, ça ne peut pas être un déni. C'est-à-dire que quand ça arrive, comme à Saclay, on ne peut pas cacher la poussière sous le tapis. Oui, là, ça se voit trop. Voilà. Mais il y a eu d'autres exemples, je ne vais pas les nommer, mais enfin, sur de la presse, il y a eu d'autres exemples de grands établissements d'enseignement supérieur de recherche qui ont été touchés par des phases de hackers. On n'est pas sur le déni de service, c'est-à-dire on n'est pas sur l'empêcher de fonctionner, on est vraiment sur le rançon. C'est-à-dire en fait les machines sont infectées
Et si une rançon n'est pas payée, les machines sont détruites en fait. Alors, c'était le cas pour Paris-Saclay ? Voilà, c'est le cas pour Paris-Saclay. Alors en fait, la politique en France, c'est de ne pas payer les rançons. Donc en fait, on attend que les machines soient détruites et on les remplace. C'est-à-dire qu'il y a des sauvegardes qui permettent de revenir en arrière, mais ça fait perdre énormément de temps. Donc il n'y a pas de déni au sens où on ne peut pas dire c'est pas grave, c'est pas arrivé. Par contre, c'est plutôt le côté autruche. C'est-à-dire que les gens disent c'est pas moi qui ai été touché, donc c'est pas forcément très grave encore pour l'instant. Parce que d'autres établissements de recherche peuvent se dire, tout va bien, voilà. ou d'enseignement supérieur peuvent se dire non, mais ça c'est à Paris-Saclay, ils sont pas très bons, ils n'ont pas géré le truc. Voilà, c'est ça. Ils n'étaient pas bien. Alors il faut voir quand même que l'enseignement supérieur et la recherche n'est pas forcément doté de tous les moyens nécessaires pour faire face à ce genre de choses. C'est-à-dire que les établissements doivent dans leur budget propre, finalement, faire face à ces situations-là. Et de la même façon que quand l'énergie augmente, il faut trouver des fonds pour pouvoir chauffer les bâtiments. Et quand la cybersécurité demande plus de boucliers ou plus de travail, il faut trouver en interne les ressources. C'est pour ça que ce sont des établissements qui sont fragiles, en fait, par rapport à ça. Comme d'autres, comme les hôpitaux peut-être, ou d'autres structures publiques dont on ne parlera pas ce soir, parce que ça ferait un sujet de plus, et on en a déjà pas mal à aborder. Alors, pour tester peut-être à votre niveau la façon dont on peut, je dirais, se protéger du phishing, il y a on dit phishing ou phishing ? Phishing, c'est ce que j'ai dit. Ouais. On dit phishing. Si. Pour se protéger du phishing, vous avez lancé une sorte décrivez-nous ça, un envoi massif de mails. C'est au niveau, ça nous concerne tous, parce que finalement, c'est au niveau de la DSI de Bordeaux INP. Il y a quelques mois, je n'ai pas la peine de donner les dates et tout ça, parce que c'est interne, ce genre de choses, un message a été envoyé, un message comme celui-là. Alors c'est très, très rigolo, parce qu'il a fallu que j'aille voir le responsable des sécurités informatiques pour qu'il me redonne le message, parce que le mien avait été détruit par des filtres que j'avais. Des anti-spam, d'accord. Donc je ne l'ai pas eu. Mais en fait, je l'ai retranscrit, donc c'est comme si ça m'était arrivé. Et c'est très difficile à détecter, parce que ça a été fait donc, par des professionnels. Alors c'est quoi ? C'est en fait un message qui est un message d'appel à cliquer. Voilà, ça incite à cliquer sur un endroit. Tout est bien décoré puisque c'est soi-disant envoyé par le responsable de sécurité informatique qu'on connaît. C'est un collègue. Donc c'est vraiment envoyé depuis, il semblerait que ce soit son mail. Mais en fait, il y a très très peu de choses qui permettent de détecter. C'est par exemple, j'ai dû marquer que, vous voyez, son mail, c'est absolument pas le sien. C'est-à-dire que son nom, c'est vraiment son nom. Mais ça n'a rien à voir avec son mail. De même que quand on demande à cliquer sur le lien, je vous ai marqué là à côté, ce qui apparaît quelque part sur l'écran, là où on va cliquer, c'est pas du tout le lien qu'on attend. Alors vous avez envoyé, c'est intéressant comme cas d'étude pour parler de la sensibilisation des publics à ces cybersécurités. Donc vous avez envoyé, le service informatique a envoyé ce mail pour tester la façon dont la communauté universitaire réagissait à ce type d'attaque. Exactement. Et alors c'est quoi les chiffres ? Et l'intérêt, est-ce que la plupart des gens ont cliqué ou pas ? Je crois que vous avez mis la deuxième diapo avec les chiffres ou... Je ne sais pas si vous l'avez... Oui. Voilà, c'est ça. En fait, les chiffres, il y a plein de chiffres qui sont analysés derrière. Je pense que les deux qu'il faut avoir en tête, c'est que d'abord, il y a toujours des gens qui se font avoir. Alors, il y a une majorité de gens qui ne l'ont pas vu, le mail. C'est-à-dire qu'ils l'ont reçu. Vous faites partie, finalement. Absolument. Voilà. Donc, il y a encore... Un bon anti-spam, c'est déjà... Voilà. Mais en fait, il y a toujours une frange de population, là, environ, c'est 10% de gens qui ont ouvert le lien et qui ont, contre compromis, c'est-à-dire, en fait, des gens qui ont cliqué. Il y en a qui l'ont lu, qui l'ont jeté. Et donc, le premier chiffre à retenir, c'est qu'on peut mettre toutes les barrières qu'on veut. L'humain, finalement, tombe toujours... il y en a qui tombent... À un moment donné, voilà. par paresse de lire le mail complètement, Non, oui, peut-être par paresse, effectivement, mais aussi parce que... Par fatigue aussi. Il s'agissait de Philippe Monniez, quand même, qui est notre responsable de sécurité informatique. Mais c'est Oui. connu que c'est lui. Donc, en fait, on peut voir ça. Donc, le premier chiffre, c'est que 10% des gens se font un petit avoir. Le deuxième chiffre intéressant, quand même, c'est qu'il y a 6%, alors je ne sais plus où c'est marqué là-dessus, c'est peut-être pas sur ces chiffres-là. Voilà, c'est ça. Le message a été signalé par 6% des gens. Et donc, ça veut dire quand même que malgré tout, il y a quand même des gens vigilants et qui ont permis de lever l'alerte en disant attention, et j'en fais partie, parce que je faisais partie d'une réunion où justement on m'a signalé qu'il y avait un message qui arrivait, donc, et c'est allé assez vite. Je l'ai appelé, Philippe Monniez, en lui disant voilà, il y a un problème. Il m'a dit ok, mais bouge pas, c'est pas grave, on va voir ce que ça va donner. Mais il y a à la fois des gens donc, qui cliquent et puis des gens qui sont vraiment aussi très sensibles à la sécurité. Donc en fait, on a les deux extrêmes dans toute société, dans toute organisation. Et donc c'est à partir de là qu'il faut que la société puisse... Tu parlais de résilience, qu'elle puisse agir. Et on va parler des formes de lutte, bien sûr, après ce rapide état des lieux. Je voudrais redonner la parole à M. Marion pour parler plus spécialement du cas des aéronefs, pour essayer là aussi de comprendre vraiment concrètement ce que ça pose comme type de problème
à des gens qui gèrent des avions, tout simplement. C'est toutes ces attaques de cybersécurité. Alors, il y a deux aspects. L'aspect qui est lié à l'aéronef lui-même, la planche le montre. Plus les générations d'avions, alors là c'est l'exemple d'Airbus, mais Boeing c'est la même chose, hein, ou les autres producteurs, plus les générations d'avions avancent, plus le nombre de données qui circulent à l'intérieur de l'aéronef sont importantes, plus le nombre d'équipements possède des microprocesseurs et donc des systèmes numériques, et plus potentiellement un avion pourrait être vulnérable à des attaques. Et qui dit vulnérable, dit potentiellement le faire crasher. Je montrerai un exemple tout à l'heure après, fictif mais qui aurait pu être vrai. Ça c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect pour la partie maintenance au sol, les avions sont devenus relativement complexes à entretenir. Notamment si on prend l'exemple de l'avion de combat Rafale, c'est 3500 équipements qui ont des échéances à suivre. Pour optimiser son utilisation, on ne les a pas réunis dans des grandes visites et donc ce sont des échéances qui sont séparées, qui ne peuvent plus être suivies à la main et donc elles sont forcément suivies au travers d'un système d'information de maintenance. Et là, l'intégrité, pour le coup, c'est la donnée la plus importante. L'intégrité est importante parce que celui qui viendrait modifier une donnée sans que l'utilisateur s'en aperçoive pourrait venir changer des échéances de maintenance et finalement laisser un avion en vol. Oui, concrètement, ça veut dire quel type de données on peut changer dans un aéronef? Alors, sans donner des mauvaises idées, hein. Heureusement, on n'est pas filmé. Ah si. Ça va, Mathéo? Ça se passe bien? Ouais, l'ensemble des données de maintenance pourrait être changé. Si on dit on doit déposer un moteur parce qu'il doit passer un entretien pour lui faire un graissage sur les pièces tournantes dans 3 heures et qu'un attaquant lui dit c'est pas 3 heures, c'est 130 heures. Ah oui. Potentiellement, le moteur pourrait ne plus fonctionner à bout d'un certain moment. Alors, c'est pas sûr, puisque c'est des circonstances préventives, mais ça pourrait arriver. C'est ce genre de choses. Et c'est pour ça que sur ces sujets-là, c'est l'intégrité des données qui est le plus important. S'il y a un déni de service, c'est pas grave, on attendra le retour. Vous avez assisté à ce type de tentative de manipulation d'intégration de données? Non, mais j'y réfléchis. C'est là que j'en ai dit tous concernés. Lorsqu'on parle de maintenance, il faut bien évaluer les risques. Et ces risques-là, il faut alors les gérer et les pondérer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se protéger sur tout parce que ça coûterait très cher. Trop cher. Et donc, c'est bien l'utilisateur et c'est bien la personne du métier, pas la personne de la spécialiste en cyber, qui va déterminer qu'est-ce que je dois protéger et contre quoi je dois me protéger. Et quand on définit un système de maintenance, un système informatique qui permet de gérer la maintenance d'un aéronef ou de toute autre chose, hein, c'est pareil pour les trains et qui ont des échéances, il faut bien se poser la question, qu'est-ce que je dois protéger en premier? Et quand on se pose la question, là, vous avez c'est l'intégrité des données. Un film Boîte Noire avec Pierre Ninet, je crois, c'est ça? Alors dommage, j'ai pas d'extrait. C'est à droite, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors j'ai pas d'extrait non plus. Mais ça raconte en gros l'idée. C'est quoi? Alors l'idée c'est de la science-fiction ou ça pourrait arriver? C'est un peu de la science-fiction, mais pourquoi pas, ça pourrait arriver. Alors racontez un tout petit peu le pitch du film. Alors avant, j'ai parlé de l'avion qui est à côté, qui est en photo, parce que ça permettra d'arriver sur le pitch du film. C'est un exemple qui pourrait arriver, qui est totalement fictif, mais ce que vous avez en photo, c'est un 737 MAX. Je pense que tout le monde a suivi les 2 crashs. Voilà. L'exemple est fictif parce que sur la conception du 737 MAX, l'avionneur voulait faire quelque chose c'est une évolution, le 737 MAX de 737 puis 737 nouvelle génération NG, donc c'est la 3e évolution, et on voulait faire un avion beaucoup plus performant avec des consommations moindres, et pour ça il faut augmenter la taille de l'entrée d'air du réacteur. Sauf que la garde au sol du 737 de base n'était pas assez grande. Et donc, la garde au sol, c'est-à-dire la distance entre le bas de l'aéronef et le sol. D'accord. C'est-à-dire que le train d'atterrissage n'est pas assez élevé.
Et donc, pour mettre les nouveaux moteurs qui ont des entrées d'air beaucoup plus importantes, Boeing était obligé de faire une première chose, c'est-à-dire, et là vous le voyez bien, de raboter sur les nacelles. D'habitude, les nacelles sont rondes. Ah oui, exact, on voit que c'est légèrement... Ouais, c'est raboté. Mais sur les 737 MAX, ça ne suffisait pas. Et donc, ils ont été obligés de l'avancer le plus loin possible devant l'aile pour faire en sorte qu'ils puissent leur remonter un peu la nacelle, et donc le moteur. Sauf que ça a décalé complètement le centre de gravité. Et donc, l'avion, par nature, est devenu au moins partiellement instable. Et si l'avion partait en piqué, vu le degré d'instabilité, les réflexes d'un pilote manuel ne suffisaient pas pour reprendre la main et remettre l'avion en ligne en vol horizontal. Et donc, ils ont été obligés d'insérer un système qui intervient automatiquement et qui, lorsqu'il détecte un mauvais comportement de l'aéronef, remet l'avion en ligne de vol automatiquement avant même que le réflexe humain ait pu le faire. Ce système s'appelle le MCAS. Je ne sais plus ce que veut dire MCAS, mais pour ceux qui ont suivi les 2 accidents de 737, vous avez tous entendu parler du fameux logiciel MCAS qui agit tout seul et sur lequel les pilotes n'étaient pas formés. Voilà. Et ce système, c'est un système informatique, et donc quelqu'un aurait pu venir le pirater pour le déclencher automatiquement sans que le pilote puisse s'en apercevoir. Et finalement, on aurait pu déclencher un accident de cette manière-là. Alors, c'est pas ça qui s'est passé. Mais non, mais on est bien d'accord, c'est pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça décrit un niveau de fragilité, et ça décrit un niveau de fragilité d'exposition. Avec derrière des vies quand même. Hein, voilà, avec des vies derrière. Ouais. Et c'est un peu ce que met en exergue le film Boîte Noire, puisque alors, le film est tourné sur l'enquête d'un personnel du bureau enquête accident qui va essayer d'analyser les boîtes noires, le pourquoi d'un crash. Mais derrière la raison du crash est un hacking qui a été fait dans... Alors, je vais spoiler le film. Non, ils vont le regarder, j'en suis sûr ce soir. Il est disponible sur une plateforme dont le nom commence également, parce qu'on est en direct sur TF1. Avec un truc rouge, petit N rouge. Mais il n'y a pas le nom. Bon, en tout cas, merci d'avoir recadré ces éléments extrêmement précis et donc intéressants, parce que souvent, quand on parle de cybersécurité, c'est un peu un terme générique. Là, on est vraiment sur des choses extrêmement concrètes. Je voudrais qu'on continue cette conversation. Et donc, je passe la partie réglementaire. Je suis désolé, parce que je voudrais qu'on avance avec peut-être ce qu'on peut faire pour se mettre en disposition de lutter contre ces attaques de cybersécurité. C'est quoi les réponses quand vous entendez tout ce qui vient d'être dit, Toufik Ahmed, s'agissant d'enseignement supérieur de recherche, s'agissant d'entreprises, s'agissant de militaires, d'activités militaires, de transport de marchandises et de personnes, la cybersécurité, c'est un sujet transversal. Qu'est-ce que fait le chercheur? Comment réfléchit le chercheur que vous êtes sur la façon de s'y prendre bien pour lutter contre ça? Vous avez parlé de cyber-résilience. C'est quoi la cyber-résilience? Alors, la cyber-résilience, par définition, c'est la capacité d'avoir une infrastructure numérique qui continue à fonctionner malgré les attaques cyber. Cette infrastructure, elle doit détecter en amont les attaques et elle doit s'adapter. Donc, le terme résilience, synonyme, adaptation, on s'adapte. On était tous résilients pendant le Covid, il y a eu confinement, et donc on était plus ou moins résilients. La même chose pour une infrastructure numérique, elle va détecter cette attaque en amont et elle va donc s'adapter à cette attaque en isolant la partie peut-être infectée du réseau, tout en ayant donc un service qui continue à fonctionner avec un mode dégradé, pourquoi pas, mais on continue à fonctionner. Le blackout. Ça veut dire un système d'information à 2 vitesses, c'est ça? C'est possible. Un point névralgique dans lequel on planque tout si jamais ça se complique, on barricade. Et puis d'autres points extérieurs, si ça saute, c'est moins grave. C'est plus compliqué que ça. Donc la résilience, c'est protéger chaque élément de l'infrastructure de manière indépendante. C'est-à-dire que si un élément tombe, on coupe un bras, je survis, je continue. Concrètement, ça donne quoi? Sur quel type de dispositif vous travaillez? Je crois qu'il y a une thèse en cours avec vous, que vous conduisez, que vous coordonnez, que vous dirigez, je vais y arriver, sur l'Internet des objets, dont vous disiez un mot tout à l'heure. Je reviens tout à l'heure sur la thèse. Juste sur ce slide-là, donc on voit que la résilience, c'est un continuum entre identifier les actifs qui sont présents dans l'infrastructure, c'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser un actif non identifiable qui n'est pas géré. Par exemple, si vous avez un ordinateur qui n'est pas à jour et que vous avez oublié dans votre liste d'inventaire, potentiellement cet ordinateur il sera infecté et c'est grâce à lui ou à cause de lui on va se propager. On va identifier tous les actifs et on va essayer de les protéger, mais aussi des dispositifs pour détecter les attaques. Comment on fait pour détecter une... Qu'est-ce qui fait qu'un ordinateur va savoir, un système d'information va savoir que ça c'est une attaque, ça c'en est pas une? Alors,
Exemple simple, c'est relever tout ce qui se passe dans le réseau et détecter les biais, les comportements qui ne sont pas habituels. Une anomalie. Une anomalie, des bruits qui ne sont pas habituels, des connexions vers des serveurs pas habituels, une connexion d'un utilisateur qui est censé être en France mais se connecte depuis les États-Unis par exemple. Donc ça c'est quelque chose d'anormal. Pour détecter, donc identifier, protéger, détecter, répondre, rétablir. Répondre, c'est-à-dire comment contrer l'attaque. Qu'est-ce qu'on doit faire pour contrer l'attaque? Soit on coupe les connexions, soit on isole la partie de réseau impactée, soit on restaure une image saine. Et voilà, rétablissement, c'est rétablir le réseau, rétablir une image saine, rétablir la sauvegarde. Et sur ce schéma-là, vous avez toutes les phases préconisées pour atteindre la résilience. C'est la prévention de risque, la phase de détection, donc on a plein d'outils pour détecter les comportements malveillants. La phase réactive, c'est-à-dire une fois l'attaque est arrivée, donc il faudrait réagir, il faudrait commencer à nettoyer l'infrastructure. Hop. Et sans oublier, donc ça je l'ai rajouté, c'est la formation, la sensibilisation, comme ça a été annoncé par Guy. Alors on va effectivement bien parler de sensibilisation, effectivement c'est un point majeur. L'exemple de phishing pédagogique, ça fait partie de la sensibilisation. J'ai vu Philippe Mouniez donc arriver, donc notre responsable d'ISI, donc on a affiché ton nom tout à l'heure Philippe. et donc la formation, la sensibilisation des usagers au risque de cybersécurité, ça fait partie de cette chaîne globale de résilience. Et on va revenir spécifiquement sur ce point parce qu'il faut que ce soit concrètement étayé. Sur l'Internet des objets, on en disait un petit mot tout à l'heure, mais vous avez, donc je le disais, une thèse menée dessus pour travailler sur quoi? Alors, il y a une thèse en cours sur l'Internet des objets et ça fait partie de la phase de détection. C'est-à-dire, nous, on est parti d'un système où on a collecté un certain nombre de logs. Le log, c'est toutes les traces qu'on laisse. Et on a fait un espèce d'une intelligence artificielle qui va analyser les logs et qui va déterminer avec un score, attaque ou pas attaque. Et donc, cette intelligence artificielle va donc apprendre, parce qu'on a labellisé les données manuellement, elle va apprendre à partir de ces données labellisées manuellement pour contrer les attaques futures. Alors, on va parler dans quelques instants d'acculturation. Avant Guy Flamand, et puis je vous permettrai bien sûr tout à l'heure, Taoufik Ahmed, de revenir sur un certain nombre de points sur lesquels vous travaillez. Guy Flamand, un petit mot sur les objectifs, les cibles, j'allais dire, du GIP ACIMA, ACYMA, agir contre la cybermalveillance. C'est ce que je m'étais noté lorsque vous m'aviez évoqué ça au téléphone l'autre jour. Il sert à quoi ce groupement d'intérêt public ? Alors, en fait, chose dont on n'a pas parlé, c'est que, bien évidemment, au vu des enjeux que représente la sécurité numérique aujourd'hui, l'État ne fait pas rien, mais l'État est surtout concentré sur les très grosses organisations, alors déjà sur ses propres services, et sur les très grosses organisations qui représenteraient un danger pour la nation en cas de défaillance. On appelle ça les opérateurs d'importance vitale. C'est grosso modo, si demain vous n'avez plus d'électricité, ça va poser problème. Si les trains ne circulent plus, vous allez avoir des problèmes. Si les avions ne circulent plus, si les réseaux de transport de marchandises ne circulent plus, ça va poser des problèmes. Donc ça, ceux-là sont protégés au niveau national par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Le niveau en dessous, c'est les différents centres et campus régionaux qui prennent en charge, le vôtre, dont le mien pour la Nouvelle-Aquitaine, qui prennent en charge la partie entreprise de taille intermédiaire jusqu'à la PME et la petite collectivité. Il manquait quelqu'un entre les deux, il manquait une case entre les deux. Et et tout en bas, qui représente 90% des utilisateurs, c'est vous, c'est moi, dans nos vies personnelles, c'est les très petites entreprises, c'est les auto-entrepreneurs, c'est 90% de l'activité économique du pays. Ça, c'est géré par le GIP ACIMA, qui opère la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, qui fait un travail absolument formidable, qui fait partie de notre conseil d'administration. On a cette chance-là, ce qui permet de travailler vraiment au quotidien avec eux. Et ils sont d'ailleurs chargés, et le service va être lancé dans quelques semaines, de la mise en place du 17 cyber, qui est l'équivalent cyber du 17. C'est-à-dire qu'une plateforme avec une plateforme unique que tout le monde peut contacter dans n'importe quel cas de cybermalveillance, que ce soit une grosse attaque ou une petite violation de données ou une usurpation de compte Facebook. Ah oui, d'accord. C'est une plateforme unique qui se charge de faire la répartition. Ça veut dire quoi, faire la répartition ? Vers les services de police ou de gendarmerie pour le dépôt de plainte, vers la CNIL quand il y a une atteinte aux données personnelles, vers les centres régionaux. Oui, mais décroche pas leur téléphone pour appeler le boss de Facebook pour dire « enlève-moi ce poste ». Alors, est-ce qu'il y a une vraie interopérabilité entre les réseaux sociaux ? Il y a des relations vraiment privilégiées
qui ne peuvent se faire qu'avec un interlocuteur national qui va se charger de prendre contact avec les opérateurs des grosses plateformes. Donc ça, c'est déjà en place. Et pour les cas les plus graves et touchant notamment des entreprises assez importantes, nous, on est mis dans la boucle pour organiser la réponse à l'incident et le retour à l'état normal. Alors sur cette réponse aux attaques de cybersécurité, on parlait de la nécessaire sensibilisation, de la nécessaire acculturation de tous les publics, hein, quels qu'ils soient, dans les grandes entreprises jusqu'aux particuliers. Qu'est-ce que vous faites, vous, en termes de formation, en termes d'accompagnement, concrètement? Quel type de discours vous tenez et à qui pour justement mettre un peu tout le monde dans un état mental partagé de défense par rapport à ces sujets? Alors, on fait ce qu'on peut. Déjà, mais on a un petit peu cette chance-là, c'est d'avoir cette tournure d'esprit un peu particulière que peuvent avoir les attaquants, c'est-à-dire qu'on pense tout de suite à l'industrialisation. Je vous explique, nous on est 6, voilà, le campus cyber en Nouvelle-Aquitaine, donc je vais tout de suite faire tomber des fantasmes. On est 6 pour une région qui compte 900 000 entreprises à protéger. Voilà. Donc bien évidemment, on peut pas prendre, et 5 000 collectivités. On ne peut pas prendre notre bâton de pèlerin et aller sonner à la porte de chacune des entreprises. Donc on industrialise un certain nombre de process, notamment les process de sensibilisation. Et on a mis au point, ici en Nouvelle-Aquitaine, un outil de diagnostic de maturité cyber. Et là, on est très très fiers puisque ça a été repris au niveau national par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est un dispositif gratuit qui permet au chef d'entreprise de faire le point sur son niveau de vulnérabilité face à la menace. Et à la fin de ce diagnostic-là, il a une note entre 0 et 5. Et surtout, il a une liste de 6 mesures prioritaires à mettre en place dans les 6 mois. Et au bout de 6 mois, on l'appelle pour savoir si c'est un bon élève ou pas. Et du coup, pour passer à l'échelle, on a déjà formé plus de 500 personnes qui font bénévolement ce diagnostic à l'échelle du territoire, et on en a déjà fait 800. Et j'anticipe tout de suite votre question, la note est nulle. La note moyenne aujourd'hui est à 1,5, 1,47 pour être précis, sur 5. On estime que l'entreprise survivra à une attaque si elle a une note supérieure à 3. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on reste à des scores si faibles? Eh ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'absence complète de conscience que l'utilisation d'un outil numérique comporte un risque. C'est exactement comme si vous alliez acheter une Ferrari sans avoir le permis et qu'on vous donne l'autorisation de rouler avec où vous voulez. Peut-être que je revende la mienne. Alors du coup, quel type de discours on tient à un chef d'entreprise d'une petite entreprise qui est sursollicité, qui a du boulot par-dessus la tête, et vous venez le voir en disant « mais t'as pas regardé ce problème? Mais attends, le problème s'est pas encore posé, peut-être a-t-il envie de vous répondre, je le réglerai quand il se posera ». Qu'est-ce qu'on répond à ça? On parle d'argent. Ça marche, ça, bien. On parle d'argent. En fait, on a développé un deuxième outil qu'on vient de mettre en prod, là, qui très très simplement, avec une dizaine d'informations sur l'entreprise, qu'on peut même préparer nous à l'avance parce qu'on le trouve dans les comptes annuels des entreprises. On est en capacité, sur les 3 scénarios de risque majeurs qu'on rencontre le plus souvent dans les entreprises, de chiffrer très précisément ce que coûte l'inaction au chef d'entreprise. C'est-à-dire, voilà. Et ça parle. Et ça parle. Oui, quand on explique qu'il y a 90% de chances de perdre l'équivalent de son excédent d'exploitation dans les 6 mois, parce qu'il n'a pas mis en place les quelques règles simples à mettre en place au sein de son entreprise, là, il vous écoute. Ouais. Je vais donner la parole à Benoît Leblanc dans quelques instants pour qu'il nous parle de certains projets de recherche qu'il menait dans son établissement. Quelques règles simples, j'ai tout de suite envie de vous poser la question. Là, rapidement, quelques règles simples, alors peut-être pas toutes, mais 1 ou 2 règles simples qu'on doit tous suivre s'agissant de cybersécurité, pardon. Faire des sauvegardes. Faire des sauvegardes. Parce que ça, c'est le moyen de repartir. C'est avoir la roue de secours. La sauvegarde, c'est la roue de secours. Alors la roue de secours, en règle générale, on n'en a pas besoin. Mais quand on crève un pneu, on est bien content de l'avoir. Surtout quand on a sa femme enceinte qui a des contractions et que l'hôpital est à 40 km. Voilà. Non, mais c'est ça la vie d'une entreprise. C'est tous les jours. Voilà. Donc faire des sauvegardes.
Ouais. Mot de passe, disait Toufik Ahmed. Alors, Ça veut avant dire- même les ça, mots ça de reste passe, le mot de passe, ça reste un vrai sujet aujourd'hui oui, en 2024. Ça reste un vrai sujet. Parce que tout le monde écrit sa même date de naissance, Ouais. c'est ça ou... Alors, et je vais dire une hérésie qui va me. Enfin, voilà, tous les spécialistes cyber de Pour pas France et être de d'accord. Navarre vont me tomber sur le dos. À la limite, je préfère même que les mots de passe soient pas trop longs, trop compliqués, pour autant qu'on en utilise vraiment dans des différents sur tous les comptes. Ça, c'est important de savoir Ça, les varier. Ça, c'est essentiel. Parce que si c'est- on chope sur l'un, alors là, on chope sur tous et c'est Exactement. fini. Quoi. C'est quelque chose. Et là, on est vraiment sur le maillon le plus faible de la chaîne. Ça, c'est quelque chose. Si je qu'on- me permets, Guy, Ouais. on n'a pas à retenir le mot de passe. C'est un fardeau intellectuel. On ne doit pas retenir le mot de passe. On retient qu'un seul mot de Vous passe. faites comment, Toufik Ahmed? Allez, Il on se faut- dit tout, coupez, on coupe. Vous faites comment, Toufik Ahmed? Il faut Je ne vais pas vous gérer- demander quel est votre il mot de faut- passe. il faut un trousseau de clés, un gestionnaire de mots de passe, Dans Firefox, par exemple, pour ne pas citer par de marque. exemple, ou un gestionnaire de mots de passe indépendant qu'on installe. Mais ça suppose relativement une certaine technicité, pardon, mais tout le monde ne sait pas utiliser un gestionnaire de mots de C'est passe. intégré dans tous les Oh, c'est téléphones. On a facile. un gestionnaire de mots de passe. Ils le et- proposent maintenant. Ouais. Ouais. Maintenant, les systèmes, les derniers systèmes, que ce soit sur les téléphones ou sur les ordinateurs, le proposent. Alors, moi, ça me pose effectivement un problème exactement le même. C'est qu'il faut quand même avoir confiance dans le coffre-fort. Dans lequel Oui, vous parce que stockez si vos le trucs. truc est Voilà. basé à Honolulu, Ah. ouais, Ça, c'est- voilà. Bon, la société de sauvegarde. Mais c'est un autre sujet. On n'a pas le temps de traiter Ouais, tous les sujets ce et soir. par contre, on peut faire un truc très sympa. On va se tourner vers le public et on va demander au public qui dans la salle a un gestionnaire de mots de passe. Oui, mais attendez, il y a combien d'étudiants de Bordeaux INP là? Hein? Les mêmes. Alors tous ceux qui sont, ok, bravo, vous êtes très forts. Je ne suis Alors, pas j'ai- dans les clous. Moi, je suis un peu paranoïaque, mais j'ai pas de gestionnaire de mot de passe. À cause de ça, parce que les données. Mais vous- moi, j'utilise Mais 5 pourquoi mots vous de n'êtes- passe, 5 ou 6 mots de passe D'accord. différents. Mais c'est là mon gestionnaire de mots de passe. Toufik Ahmed n'est pas d'accord. Et voilà. Oui, Bon, je sais. on se tourne vers Benoît Leblanc parce qu'il y a des programmes de recherche intéressants, notamment Quand si je on a le perdrai la temps. mémoire, je passerai au gestionnaire. Notamment, alors je ne sais pas ce que vous avez envie d'évoquer d'abord, parce que moi j'avais noté le programme Dynamique pour aider les entreprises à déployer leurs solutions IA et cyber. Et je crois qu'il y a même un soutien de l'Union européenne et du Conseil régional sur ce sujet. Peut-être un mot là-dessus, toujours Oui. pour expliquer ce qu'on peut faire et ce qui se fait déjà pour lutter contre les attaques de cybersécurité. Dynamique, c'était un processus qu'on a mis en place avec 12 établissements dans l'Aquitaine. C'est soutenu par l'Union européenne et par la région Nouvelle-Aquitaine. C'est mettre à profit pour les entreprises de taille intermédiaire, donc pas les grands groupes qui ont déjà leur propre système, mais les entreprises de taille intermédiaire, voire même les petites entreprises, de mettre à profit les savoirs des établissements d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'on a des savoirs sur la cybersécurité, sur l'intelligence artificielle, sur le calcul de haute performance. Et donc on a un système, un guichet unique pour justement les entreprises qui se posent ces problèmes de comment rentrer dans ce monde-là ou comment aller mieux dans ce monde-là. Et par exemple, j'étais ce matin dans une entreprise qui se pose la question de la pérennité. Enfin, ils ont un développeur informatique qui s'en va. Et donc, comment on fait pour transférer son savoir d'une personne à une autre? Voilà. Donc, ce genre de problème qui arrive au quotidien dans beaucoup d'entreprises, le système dynamique est là pour aider ces entreprises en mettant à profit les savoirs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Il y avait peut-être aussi, alors c'était il y a plus longtemps, mais c'est intéressant peut-être d'en parler, du programme mené avec la Science and Technology Organization, c'est ça je dis bien, STO, Absolument. de l'OTAN. Vous aviez fait quoi? Un agent furtif autonome? Oui, ça fait rêver un peu. C'était En fait, c'était c'est pour un- faire quoi? Alors, il y a un programme de recherche qui existe au niveau des différentes nations de l'OTAN qui donc se réunissent ensemble et choisissent quels sont les programmes de recherche qui intéressent 4-5 personnes. Et donc, c'est comme ça que les programmes naissent. Et il y avait un programme qu'on a mené à terme qui était pour définir l'architecture de ce que pourrait être un agent autonome de cybersécurité intelligent. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faudrait à un agent logiciel comme dispositif pour être capable non seulement de détecter tout ce qu'on vient de dire là, mais d'avoir une furtivité. Parce que c'est toujours un équilibre entre s'il est capable de faire beaucoup de choses, il va être gros en quelque sorte, et donc il va avoir beaucoup de lignes de code, et il va être facilement détectable. Donc il va être entravable. Et donc comment on peut faire pour que l'agent qui soit fin et svelte, et qui puisse se mettre dans les réseaux, soit quand même efficace? S'il a besoin d'une base de données, eh bien, il va faire appel à la base de données, donc il va communiquer. Et donc c'est le compromis entre tous ces éléments qui faisait qu'on a établi une architecture consensuelle entre différents pays partenaires et qui a été publiée parce que c'est absolument libre, tout ça. C'est justement pour faire avancer la science, pour que les gens puissent se protéger.
On va s'approcher de la dernière partie de cette table ronde. J'avance un petit peu vite, mais parce que je voudrais donner la parole à la salle, et je vois que le temps file. On va parler peut-être un peu quand même d'intelligence artificielle, et je me retourne vers Toufik Ahmed pour parler d'intelligence artificielle générative, pour aider les testeurs à aller plus vite dans la découverte de vulnérabilités. Donc là, on est dans le détecter peut-être. À quoi ça sert l'intelligence artificielle générative dans votre univers? On parle en ce moment beaucoup de ce qu'on appelle les LLM, c'est Large Language Model, donc c'est des modèles de langage très très larges. Ça permet de générer, comme on dit sur ChatGPT par exemple, avec des questions-réponses, des réponses à la question. Et on s'est dit pourquoi pas exploiter cette IA générative pour aider les auditeurs, les pentesters, donc à aller plus vite et à apprendre plus vite pour auditer une infrastructure technique. Et donc, on est en train, dans un projet de recherche, de monter justement donc, un pentest LLM, donc un LLM dédié au pentest, donc au audit de test d'intrusion. Et cet auditeur, il va aider cet agent LLM, il va aider l'auditeur à découvrir les vulnérabilités, donc c'est-à-dire à découvrir la surface d'exposition et la surface d'attaque. À partir de là, il va lui proposer donc un certain nombre d'étapes à explorer. Par exemple, il lui dit il faut tester tel service, tel numéro de port, telle adresse IP. Et à partir de là, il va essayer de le guider pas à pas jusqu'à trouver donc une vulnérabilité exploitable, jusqu'à même lui donner l'exploit. L'exploit, c'est le POC, la preuve de concept qu'on peut rentrer dans une infrastructure. Donc ça, c'est l'avenir. Ça fait partie des choses qui... En tous les cas, les attaquants, ils ont pris une longueur d'avance. C'est le présent, Guy Flamand? Les attaquants, ils ont pris... Alors oui, c'est ça le problème. C'est la question que j'allais vous poser. Je me la pose à Guy Flamand et à vous, Toufik Ahmed. Alors, il y a plein de LLM. C'est super, les chercheurs développent pas mal d'outils d'intelligence artificielle pour s'aider à détecter, à lutter contre ces attaques, mais les hackers les utilisent. Est-ce qu'ils n'ont pas toujours un coup d'avance par rapport à ce qu'on peut développer? Est-ce que c'est pas un peu le jeu du chat et de la souris? Comment vous regardez ça? C'est exactement ça. Surtout quand Benoît Leblanc me dit que tout est open source, enfin qu'il y a beaucoup de choses open source et que plein de bonnes idées sont gratuitement disponibles pour alimenter les mauvaises idées des hackers. Vous savez, les premiers LLM qui étaient open source, ce qu'on appelle les GPT, donc les Generative Predictive Transform, il y a un LLM qui a été développé par les hackers qui s'appelle Dark LLM. C'est-à-dire qu'ils ont fouillé tout le dark web, ils ont découvert toutes les vulnérabilités échangées, commercialisées dans le dark web, toutes les boîtes à outils disponibles à être utilisées, et ils les ont fournis à LLM au mode entraînement. Comme ça, le LLM, il peut demain les recracher en quelque sorte. Diantre. Sur cette course de vitesse dont je parlais, Guy Flamand, intelligence artificielle utilisée aussi bien par les hackers que par les chercheurs qui veulent lutter contre eux, quelle idée vous en faites, vous, de cette question? De manière générale, le défenseur, il part toujours avec des boulets aux pieds, parce que l'attaquant, lui, il n'a besoin de réussir qu'une seule fois, tandis que le défenseur, il doit réussir à chaque fois. Donc déjà, il y a une dissymétrie. C'est pour ça que plus le temps passe, plus on va parler effectivement de capacité à se remettre d'une attaque. C'est à la façon du corps humain. Le corps humain est sans arrêt attaqué par des virus, des microbes, et pourtant on est là ce soir alors qu'on fourmille de bactéries, de virus, de microbes sur l'intégralité de notre corps et dans l'espace environnant. Donc c'est ça qu'il faut réussir à atteindre comme état. Maintenant, est-ce que les intelligences artificielles, qu'elles soient génératives ou autres, vont nous aider dans la recherche de cet état-là? Moi, personnellement, j'en suis pas persuadé. Enfin, aujourd'hui, en tout cas. En revanche, ce dont je suis persuadé, c'est que les attaquants l'utilisent. Tous les modèles d'intelligence artificielle pour soit générer des codes d'attaque, soit pour mener vraiment des attaques, soit pour entrer en relation avec l'utilisateur de manière automatisée. Maintenant, voilà, il y a des serveurs vocaux qui analysent vos réponses et qui formulent des voix qui vous entraînent à cliquer ou à transmettre des données que vous ne voulez pas donner. Donc ça, voilà, c'est notoirement utilisé par les attaquants. Et la seule réponse qu'on a aujourd'hui, c'est d'utiliser, nous aussi, des intelligences artificielles pour se défendre. Ah. Est-ce que dans 10 ans, ce sera toujours le cas? Ça, je n'en ai strictement aucune idée. Mais aujourd'hui, oui. Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne peut plus baser des systèmes de défense performants
sans utiliser une intelligence artificielle, quelle qu'elle soit, enfin qu'elle soit générative, qu'elle soit... Pour terminer sur les enjeux de demain, je vais donner la parole pour terminer à Michael Marion et à Benoît Leblanc. Monsieur Marion, est-ce que, sur tous les sujets que vous avez évoqués tout à l'heure, on est en peine à trouver ou à faire venir à soi, au sein des armées, au sein de certaines entreprises aéronautiques, des talents capables de nourrir les équipes de services informatiques qui permettent de développer des protections? Est-ce que c'est facile? Alors pour les entreprises, je ne saurais pas dire, mais de toutes les façons, entreprises aéronautiques par rapport à d'autres entreprises, de toute façon la ressource est beaucoup demandée en ce moment. Et effectivement pour les armées, vu ce que j'ai dit en introduction, montée des menaces, numérisation, le besoin est prégnant. C'est une des priorités de la loi de programmation militaire 2024-2030. Et pour autant, je ne suis pas certain que le ministère des Armées soit suffisamment attractif pour des jeunes qui sortent d'école, financièrement parlant. Sur l'exaltation de la mission, oui. Financièrement parlant, je ne suis pas certain qu'on ait les moyens au sein finalement du service public, de se battre avec des entreprises privées. Donc gros warning sur ce sujet. Benoît Leblanc, vous me disiez, ça sera la dernière remarque de cette table ronde, et ensuite je me tourne vers vous. Vous avez tout de suite levé plein de mains, j'en suis certain, pour prendre la parole. En préparant cette table ronde, vous me disiez que à votre niveau, au sein de votre équipe, vous commenciez sur ces questions à changer un peu de regard sur la façon de gérer le risque. C'est quoi concrètement ce changement de regard? C'est une espèce de formalisation de tout ce qui a été dit un petit peu. C'est-à-dire que si on veut revenir avec la résilience au niveau où on était, si on veut... En fait, il y a un brouillard qui se passe, et ça on l'a vu avec la Covid. C'est-à-dire qu'en fait, décider en milieu un peu brumeux ou compliqué, c'est pas évident. Et donc en fait, on change d'optique. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des prévisions, la prévision c'est avoir la meilleure formule mathématique qui permet de donner la vraie valeur qu'aura la chose dans le futur. La météo, le cours boursier, enfin ce que vous voulez, quoi. Et donc ça, c'est quasiment impossible à atteindre. On sait maintenant que le système est tellement complexe qu'on ne peut plus faire de prévision, surtout à long terme. Et donc face à ça, il faut changer de registre de réflexion et passer sur un mode qu'on appelle l'anticipation. C'est-à-dire qu'anticiper, ça n'est pas pareil que prévoir. Prévoir, c'est chercher quelle est la valeur qu'aura la chose, alors qu'anticiper, c'est dire je ne connais pas cette valeur, et donc je vais préparer plusieurs futurs possibles, le plus différents les uns des autres, qui vont m'amener à réfléchir à des situations probables possibles, qui sont parfois antagonistes, mais qui vont me préparer mon esprit à accepter ou à voir les éléments du futur qui vont arriver au fur et à mesure. Donc anticiper, c'est avoir plusieurs futurs possibles en même temps. Un changement de culture pour prévenir ce risque. Allez, comme promis, je me tourne vers vous. Je peux vous tendre un micro, même deux, si vous le souhaitez. Si vous avez une question à poser à Toufik Ahmed, à Guy Flamand, à Michael Marion ou à Benoît Leblanc, ou aux quatre en même temps, c'est tout à fait possible. Oui, deux mains qui se lèvent. Alors attendez. Écoutez, en fait, on va essayer d'enregistrer votre question. Donc c'est pour ça que je préfère me déplacer sans faire tomber la caméra, Mathéo, promis. Regarde, hop, je contourne. Et je veux bien juste que vous vous présentiez en une phrase pour qu'on sache d'où vient la question. Bonjour, moi du coup je suis un élève étudiant à l'ENSC en 2e année. Donc, alors ma question elle était plutôt visée, là on parle beaucoup d'attaques, mais quand on va sur Google, quand on va sur des sites, sur des cookies, c'est pas vraiment des attaques, mais toutes nos données elles sont partagées. Comment il y aurait ce côté identification, protection, savoir qu'on donne des données très importantes à des grandes entreprises telles que Google, alors que c'est pas une attaque, on leur donne volontiers nos données. Moi je serais intéressé par ça. Je ne sais pas si c'est aussi important, mais comment on pourrait identifier, protéger nos données? Là, on autorise tous les cookies sur tous les sites. Je pense que ce n'est pas des attaques, mais on donne toutes nos données et j'aimerais savoir comment se protéger vis-à-vis de ça. Alors, au niveau individuel, il y a des navigateurs qui sont plus respectueux que d'autres de la vie privée. Il y a Brave, par exemple. Il y a aussi des options de navigation qui permettent de préserver un petit peu plus la vie privée. C'est le début de très bons réflexes, hein, de se faire ce genre de réflexion. Mais
encore une fois, il y a énormément de choses qui ne proviennent que du comportement de l'utilisateur. Déjà, en avoir conscience, c'est vraiment le premier pas vers la sagesse, vers la sécurité. Je donne juste un tout petit exemple. Il y a des choses très très rigolotes que vous voyez sur les réseaux, comme quoi il n'y a pas que dans le numérique que les gens ne comprennent pas comment fonctionnent les choses. Il y a eu une vague, c'était l'année dernière je crois, alors c'était essentiellement sur Twitter mais aussi sur Insta, où des jeunes étaient super fiers, après avoir eu leur premier salaire, de montrer leur carte bleue. Erreur. Alors, erreur, et surtout, erreur au deuxième tour de manivelle, quand les autres disaient non, mais c'est pas une vraie, c'est un fake, retourne là. Oh non, c'est pas vrai. Et les gens retournaient le truc. Voilà. Mais ça démontre qu'une seule chose, que juste les gens utilisent, enfin une partie des gens en tout cas, utilisent des outils dont ils ne connaissent rien. Et en tout premier lieu, pas les risques. Si je rajoute juste terme de réponse, on installe énormément d'applications sur nos téléphones et on clique des fois de manière très rapide. Oui, j'autorise l'application à accéder à mon carnet d'adresse, j'autorise l'application à aller fouiller dans mes SMS, etc. Donc ça, c'est aussi des exemples où il faut être vraiment très vigilant par rapport aux données qu'on partage avec des fournisseurs d'applications qui eux-mêmes peuvent être attaqués, et les données privées qui sont récupérées depuis le téléphone, revendre, hein. Exactement, peuvent être vendues sur le dark web ou autre chose. Il y avait une autre question juste à côté, je crois, et puis après, monsieur. Tout à l'heure, vous avez parlé des 4 règles, ou je ne sais pas combien de règles, pour les entreprises, et vous avez dit que la première, c'était faire des sauvegardes, et vous n'avez pas dit les autres. Alors en fait, il y en a plutôt 42. Allez, c'est parti. Alors non, on va pas faire les 42, mais effectivement, voilà, si vous devez retenir juste quelques règles, c'est déjà faire des sauvegardes. En plus, les sauvegardes, ça coûte rien. Il n'y a que dans le numérique où on peut faire des sauvegardes qui coûtent rien. Voilà, votre maison, vous n'allez pas en construire une deuxième. Par contre, vos photos de vacances, votre mémoire de thèse, voilà, tout ça, vous pouvez facilement faire des sauvegardes, donc faites-le. La deuxième, c'est avant même les mots de passe, c'est préoccupez-vous de ce que vous avez le droit de faire sur votre ordinateur. C'est important de comprendre que par défaut, sur un ordinateur, vous avez le droit de tout faire, y compris de tout casser. Donc moi, je vous conseille de définir un profil utilisateur qui ne vous permet que de faire ce que vous faites tous les jours, c'est-à-dire taper votre mémoire, aller sur Internet, faire un peu de tableur ou je ne sais quoi, et puis un profil qui vous permet de faire l'administration de votre poste, c'est-à-dire faire les mises à jour, faire les sauvegardes, tout un tas de choses que vous n'utiliserez que peut-être une fois par semaine ou une fois par mois. La troisième, c'est effectivement les mots de passe. Ça, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de mots de passe qu'on trouve sur le Darknet. C'est même un des services qu'on rend aux collectivités de la région, c'est d'aller périodiquement voir s'il n'y a pas eu des fuites de données qui comportent des mots de passe d'accès à leur système d'information. Et puis après, on arrive vite dans des choses qui sont soit plus techniques, soit beaucoup plus compliquées, beaucoup plus longues, notamment traiter, faire les mises à jour de manière très régulière, c'est-à-dire dès qu'elles arrivent, parce que ça, généralement, les mises à jour, ce n'est pas des nouvelles fonctionnalités, hein, je vous rassure, c'est juste de la correction de bugs, donc de la correction de vulnérabilité. Est-ce que vous savez combien de temps il faut d'ailleurs à des hackers alors pas pour exploiter une vulnérabilité, parce que ça c'est le délai est très très variable, mais pour faire l'inventaire mondial de toutes les machines vulnérables, enfin, toutes les machines pas à jour. Voilà. Alors c'est 4 minutes. Ouais. Donc ce qui est assez intéressant, c'est-à-dire que si vous loupez une mise à jour, 4 minutes après, le pirate est au courant. Alors que vous, peut-être, vous ne le savez même pas parce que vous êtes en réunion, vous avez laissé votre PC sans utilisateur derrière. Donc, voilà. Donc, c'est aussi des ordres de grandeur qu'il faut avoir. Et le dernier des conseils, qui n'est pas une vraie mesure de sécurité, mais qui est sans doute, malgré tout, la plus importante, c'est intéressez-vous au sujet, formez-vous.
Ça, c'est fin. Il y a maintenant voilà, des formations qui sont assez courtes, qui permettent vraiment d'apprendre les fondamentaux de la sécurité. Il y a un MOOC qui est fait par l'ANSSI, qui est gratuit, qui vous permet en quelques heures d'arriver à un niveau de sécurité qui est meilleur que 90% des gens en France. Et ça suffit. Dans le monde de la cyber, les attaquants sont des feignants. C'est pour ça qu'ils automatisent tout. Si c'est trop difficile de vous pirater, ils iront voir le voisin. C'est le cambrioleur qui arrive sur un palier d'immeuble. Il y a une porte avec 4 serrures d'un côté et une porte avec juste un petit loquet de l'autre. Il va commencer par ouvrir la porte avec un loquet. Ouais. Taoufik Ahmed, vous vouliez rajouter quelque chose, puis après une autre question. Juste, je rajoute quelque chose par rapport à la sauvegarde. La règle pour les entreprises, si elles veulent rester résilientes, c'est 3 + 2 + 1. C'est-à-dire 3 sauvegardes sur 2 supports différents, dont une déconnectée du réseau. Oui, bonsoir à tout le monde. Je suis Fernand Noam Guetue. Je suis ingénieur en réseau informatique et télécommunications. Précédemment au service à la direction des systèmes informatiques de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Aujourd'hui, je suis en freelance en tant qu'administrateur des réseaux et systèmes. Alors, j'ai entendu tout à l'heure la notion de résilience à l'égard des infrastructures informatiques. Et justement, ça a attiré mon attention dans le sens pour moi de poser la question de savoir comment, dans un monde où l'on vit actuellement, gouverné par des personnes qui nous fournissent des infrastructures et l'ensemble des produits issus des technologies, et qui les gèrent et qui sont en retour les responsables de nos vulnérabilités. Parce que tout à l'heure, dans vos présentations, dans le débat, j'ai bien entendu quelque part, s'il faut faire appel ici aux GAFAM et aux NATO qui aujourd'hui utilisent nos données personnelles comme ils veulent, et aussi faisant appel au fait que les entreprises sont parfois aujourd'hui attaquées par d'autres entreprises qui sont implantées et qui sont bien soutenues par les États. Donc, pour l'utilisateur lambda que nous sommes, comment caractériser dans cette notion de résilience lorsque l'on est dans un monde... exactement. Ouais. Pour le dire très vite. Super. Merci pour votre question. Effectivement, les solutions de refuge, elles ne sont peut-être pas si nombreuses que ça pour l'utilisateur lambda, pour reprendre l'expression Taoufik Ahmed. Parce que, mine de rien, il y a une telle antériorité des GAFAM sur ces sujets que pour déprendre, je ne sais pas si l'expression est bonne, les usagers de ces services, ce n'est pas simple, quoi. C'est un vrai sujet. Hein. C'est pour ça qu'il y a des produits open source. Et c'est pour ça qu'il y a une grande communauté à Bordeaux qui développe des produits ouverts. Tout le monde peut contribuer et la moindre faille peut être corrigée par la communauté. Donc il y a des alternatives à ces GAFAM, des alternatives à... si on ne veut pas du Windows, on installe des produits open source. Si on ne veut pas tel ou tel produit, on a des alternatives. Et si on veut aller plus loin en termes de résilience, si on veut rendre un service, il faudrait faire de la diversité. C'est-à-dire que le service doit être implémenté de différentes manières. Si une implémentation tombe parce que c'est Windows qui est tombé, une autre implémentation elle peut prendre le relais parce qu'elle tourne sur un autre système qui ne dépend pas de tel ou tel fournisseur. Ça existe à Bordeaux INP une formation ou des formations qui permettraient aux jeunes de se former à la cybersécurité ou aux enjeux de cybersécurité en tant que tels? Oui. Donc Bordeaux INP, elle forme des ingénieurs, dont certains spécialistes en cybersécurité, dont la formation elle est labellisée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Ça, en termes de formation initiale. Vous avez l'impression d'en former suffisamment par rapport aux enjeux qui ont été évoqués? Alors, il y a une sensibilité globale qui est donnée aux élèves. Il y a 1200 élèves. En termes de ceux qui sont formés vraiment ingénieurs en informatique, spécialité cybersécurité, il y en a 20 qui sortent par an, mais on a aussi la formation par l'apprentissage qui sont extrêmement aussi sensibilisés à la formation RI, par exemple, à la cybersécurité. Et on a aussi la formation continue, c'est-à-dire que les personnes en activité, s'ils veulent avoir des compétences cyber, on a un diplôme d'établissement qui s'appelle donc expert cybersécurité des infrastructures numériques,
qui est porté entièrement par la chaire cyber-résilience dont je suis responsable et qui, donc cette année, c'est la 4e promotion qu'on a ouverte, dont certains qui sont présents ici et qui sont formés entièrement par la chaire à acquérir les connaissances en termes de gouvernance de la gestion du risque, mais aussi en termes de compétences techniques sur comment auditer une infrastructure, comment trouver des failles, comment les corriger. Donc Bordeaux INP prend largement sa part dans ces sujets. En tant qu'utilisateur, je pense qu'il y a 2 niveaux à cette question. Il y a la formation des experts, il vient d'en parler, mais il y a la formation de l'ensemble du personnel Bordeaux INP. Ah oui. Et qu'il faut bien aussi acculturer. Et moi, j'avais compris cette question de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a une formation Ah oui, oui. Il y avait effectivement est-ce qu'il y a un MOOC ou une formation e-learning qui est destinée à l'ensemble du personnel oui. INP? Philippe Monnier, il est tout au fond et il peut parler d'un MOOC qui est sur Moodle et il fait énormément de publicité pour que tout le monde aille suivre son MOOC. Au-delà de ça, on organise régulièrement comme c'est aujourd'hui, donc des ateliers, de sensibilisation, etc. Et en plus du phishing pédagogique qui a été mené, ça permet de remonter, de rehausser le niveau de cybersécurité globale. On s'approche de la fin de cette table ronde. Est-ce qu'il y avait une autre question que je n'aurais pas vue? Oh, mais oui. Oh, mais oui, mais tu vas te lever, mon Mathieu. J'arrive. Ça va toujours, Mathéo? Moi, j'en peux plus. Moi, il fait super chaud. Allez, la première question, la première main, elle était là. Allez-y. Merci. Donc, moi, je suis élève à RI à l'école Bordeaux INP, du coup. Et je voulais savoir, en réalité, j'ai 2 petites questions. Parfois, on peut installer des applications ou alors se connecter directement et l'utiliser via le navigateur. Je voulais savoir s'il y avait un impact, un choix à faire par rapport à la cybersécurité là-dessus. Et deuxième question, il paraît que tous les appareils mobiles, les téléphones portables, sont des passoires à cybersécurité. Si c'est le cas, qu'est-ce que vous préconisez peut-être comme bon comportement à avoir? Alors, je vais déjà répondre à la deuxième question. Alors en fait, pas du tout. La majeure partie des appareils mobiles récents, en tout cas depuis les modèles qui sont apparus depuis 2018-2019, comportent tous un niveau de sécurité très très élevé. Simplement, il n'est pas activé par défaut. C'est dommage. Oui, mais voilà, les fournisseurs de matériel numérique ne sont pas là pour restreindre l'usage des appareils qu'ils vendent. Mais il y a des choses qui sont vraiment très bien faites et qui sont le plus souvent inconnues de l'utilisateur. Alors je vais pas citer la marque parce que on va éviter de faire de la pub. Enfin bon, c'est un fabricant d'ordinateurs qui a 2 lettres. En fait, lui fournit déjà des vraies briques de sécurité. L'emblème, c'est un petit renard, qui ne sont jamais utilisées par personne. Et qui en plus sont indépendantes du système d'exploitation qui est utilisé sur la machine. Donc c'est vraiment un niveau de sécurité fourni sur le truc, mais qui est juste pas utilisé. Donc moi, je m'inscris complètement en faux. Non, il y a les outils qu'on utilise ne sont pas des passoires. On les utilise comme des passoires. Ça, c'est différent. Sur la première question, c'est-à-dire sur l'utilisation, l'installation d'applications ou l'utilisation d'applications à travers un navigateur, c'est ça? C'est appli mobile contre site web. Ouais, Toufik Ahmed peut-être. Il y aura autant de réponses que de sites. On va répartir la parole, Toufik Ahmed. Client lourd, application développée pour un usage particulier. Client web, c'est-à-dire que l'application, on la développe, elle est accessible sur différents types de terminaux. C'est un choix à faire. Donc, Et le vôtre, quel serait-il? On tourne une page de pub et on se retrouve juste... Non, pardon, excusez-moi, non, je me trompe d'émission, c'est pas du tout ça. Et il y avait une autre question. Ça dépend de l'utilisation. Merci. Bonjour, moi je suis un élève de l'ENSC. J'avais une question qui est autour de hacker éthique. En fait, je voudrais savoir quelle place vous pensez qu'il y aura dans notre société au futur pour le hacker éthique. Et même vu qu'il y a quelqu'un qui représente l'armée, quelle place pour l'armée finalement, dans l'armée aussi, pour le hacker éthique, parce souvent on sait qu'ils sont presque rejetés. Est-ce qu'on peut avoir une société où on pousse plus une partie de la population des hackers à devenir hacker éthique finalement? Merci. Merci beaucoup pour cette excellente question. On va peut-être commencer par rappeler ce que c'est qu'un hacker éthique ou une hackeuse éthique. Voilà, alors en fait, c'est quelqu'un qui met ses compétences en cybersécurité ou en numérique tout court pour aller chercher des vulnérabilités et la façon de les exploiter
sans pour autant le faire d'un point de vue malveillant, mais pour prévenir l'entité ciblée pour qu'elle puisse s'améliorer et corriger les failles qu'il peut y avoir dans sa protection. Donc ça, c'est le travail d'un hacker éthique. Alors nous, c'est quelque chose qu'on encourage. Au campus, on l'encourage même tellement qu'on lance un projet qui va se durer sur 2 ans, où on propose à plus de 16 écoles d'ingénieurs de la région de participer pour entraîner les étudiants à faire du hacking éthique au profit des collectivités du territoire. Et ça, voilà, c'est vraiment quelque chose auquel on croit, nous, et on travaille d'ailleurs au niveau national. Je serai à Paris vendredi pour ça, pour que soit reconnu un véritable statut du hacker éthique qui le protège aussi de manière réglementaire un petit peu mieux que le statut de lanceur d'alerte qui est aujourd'hui un petit peu bancal sur ce sujet. Benoît Leblanc. Oui, je voudrais rajouter, c'est vrai qu'en fait, dans tous ces systèmes-là, la faille ou la manière de rentrer, c'est par l'humain. Alors, quand on fait des parallèles avec le monde physique, en fait, ce sont des métaphores, mais qui ne marchent pas toujours. Par exemple, là, si on parle des cambriolages, donc physique, chez vous, quelqu'un qui rentre chez vous, on pourrait imaginer comparer un hacker éthique à quelqu'un qui essaye toutes les portes, et quand c'est ouvert, il dit, regardez, chez vous, c'est ouvert, j'ai pu rentrer. Et donc là, c'est vrai qu'il faut le protéger, parce que quelqu'un qui arrive dans votre salon en disant, j'ai pu rentrer chez vous, quelle sera votre réaction, en fait? C'est-à-dire qu'on voit bien que la métaphore a un certain niveau d'éveil d'esprit. Mais en revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le monde numérique, on ne voit pas. C'est comme si quelqu'un rentrait chez vous, mais vous étiez aveugle, il n'y a pas de lumière, etc. Et donc là, il faut visibiliser tout ce travail et donc ça, possible. Rendre à la fois compréhensible les choses, mais rendre tangible pour qu'on puisse comprendre ce que c'est toute la difficulté. Et par rapport au hacker éthique, c'est vrai que c'est extrêmement important de protéger, c'est comme les lanceurs d'alerte finalement, il faut protéger les gens qui œuvrent pour un bien collectif. Très bien. Je crois qu'il n'y avait plus de questions. Il y avait une question sur les armées. Alors, je ne sais pas si ça répond à une définition de hacker éthique, mais on peut imaginer ce que j'ai défini des luttes informatiques offensives. La LIO, c'est dans la doctrine. Là, on n'est pas pour protéger, là, mais c'est au service de l'État français. Il va falloir faire une deuxième table ronde sur on le sujet. On peut, dans ce sens-là, dire c'est éthique. Toufik Ahmed, Guy Flamand, Michael Marion et Benoît Leblanc étaient les invités de Science Infuse, édition numéro 8, mesdames et messieurs. On les applaudit super fort. C'était extrêmement intéressant. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. Merci à vous toutes et tous. Puisqu'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'interrompre là, sous le contrôle d'Anne. Il y a un cocktail qui nous attend. Il y a un cocktail qui se trouve juste au bout du couloir, c'est ça? À l'extérieur, on va ouvrir les portes. Et vous êtes toutes et tous les bienvenus. Exactement. Merci infiniment pour votre participation, pour vos questions, et encore merci à nos intervenants. Merci beaucoup.